Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Jacques Attali, Le Monde, mode d'emploi, mode au pluriel, comprendre, prévoir, agir, protéger chez Flammarion. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jacques Attali. Alors, vous, bon, c'est un livre à la fois inquiétant, mais qui porte aussi quelques messages d'espoir. Est-ce que le temps nous est compté? Vous écrivez « Le temps nous est compté ». Est-ce que le temps nous est compté? J'essaie dans ce livre de faire la synthèse de tout ce qu'on sait en 250 pages, qui était difficile, sur l'histoire du monde depuis 3000 ans, sur les grandes tendances depuis 1000 ans, et d'en déduire des prévisions sur 30 ans. Ce qui n'est pas très difficile, parce que 30 ans, c'est pas grand-chose. Oui, 2050. Et sur 2050, on s'aperçoit qu'il y a des évidences qui arrivent, c'est-à-dire la croissance démographique, des progrès techniques fabuleux, des mouvements géopolitiques qui vont entraîner un déclin relatif des États-Unis, une montée de la Chine, une montée de l'Afrique, qui sera une grande puissance un peu plus tard, une montée de l'Inde, mais en même temps, une impossibilité sans doute de voir un nouvel empire prendre le pouvoir après celui des États-Unis, une impossibilité pour les États-Unis de maintenir leur pouvoir. Je ne crois pas, par exemple, que la Chine deviendra la superpuissance. La domination vraisemblable du monde par l'économie contre le politique, et en particulier par les entreprises qui vont généraliser des objets de consommation nouveaux qui seront des objets ultra-narcissiques. Et à partir de ce chaos que le marché sans état de droit va créer, l'aggravation de 3 menaces qui pèsent sur nous depuis longtemps, qui sont la menace climatique, qui est beaucoup plus grave qu'on ne le croit, la menace de guerre qui s'accélère et s'amplifie. De l'hyper-conflit. Voilà. Et ce que j'appelle la menace de l'artificialisation, c'est-à-dire tout ce qui vient au confluent de la génétique et de l'intelligence artificielle pour créer davantage de suppléments ou de prothèses aux humains jusqu'à les remplacer totalement. Et ça, c'est des menaces épouvantables, mais il y a des réponses. Et quand je dis le temps est compté, c'est que nous avons les moyens encore de gagner. J'ai pris avant-hier l'exemple du match de mon fils. On est mené 4-0, mais le match n'est pas perdu. On est mené 4-0 au 5e set, mais le match n'est pas perdu. On peut le gagner encore. Et j'essaye d'expliquer comment. Bien, c'est le sujet du livre, hein, Jacques Attali. Mais on va entrer un peu dans le détail. D'abord, vous rappelez, et ça, je suis tellement d'accord avec vous, vous dites, chacun d'entre nous devrait plus que jamais s'intéresser à la marche du monde. Nous oublions, quel que soit finalement, on parle beaucoup des Français qui sont toujours très autocentrés, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, c'est vrai partout dans le monde. C'est une tendance naturelle que de s'intéresser à soi. Oui. Et le libéralisme économique, comme le libéralisme politique, il pousse beaucoup, puisque le libéralisme conduit à moi d'abord. Moi d'abord, c'est d'ailleurs la principal slogan publicitaire. Donc l'économie de consommation fonctionne là-dessus. C'est aussi le populisme. Moi d'abord, c'est moi d'abord et je ne veux pas des autres. C'est aussi tout ce qui tourne autour de l'idéologie d'un bouddhisme mal compris, du zen, de la méditation. Donc il y a une sorte de consensus assez global autour du narcissisme. Et mondial. Et mondial. Les Chinois pensent qu'à eux, les Indiens pensent qu'à eux, et souvent dans des conditions plus particulièrement difficiles, sans se rendre compte de quelque chose qui est très difficile à comprendre, mais qui est pourtant essentiel. Nous avons intérêt au bonheur des autres. Nous avons intérêt à être altruistes. Nous avons intérêt au bonheur de nos enfants, bien sûr. Mais nous avons intérêt au bonheur de tous, parce que c'est par le bonheur de tous que, pour prendre des exemples prosaïques, si les gens sont tous bien soignés, il n'y aura pas de pandémie. Si les gens mangent tous à leur faim chez eux, ils ne viendront pas dans d'autres pays. Si les gens sont tous bien éduqués, l'économie mondiale sera plus développée et la culture et la démocratie sera beaucoup plus florissante. Donc nous avons intérêt au bonheur des autres, comme un musicien d'orchestre ou un joueur de foot qui a intérêt à ce que les autres joueurs ou les autres musiciens jouent bien. Bien sûr. Mais on ne s'en rend pas compte parce que nous sommes pris dans une idéologie où on a l'impression que ce qu'on donne aux autres est pris à soi. C'est le contraire. Oui. Et c'est la grande bataille idéologique d'aujourd'hui, entre l'altruisme
D'ailleurs, on peut prendre un exemple très simple. Un boulanger a intérêt à ce que ses clients soient contents. Il a donc intérêt à être altruiste. C'est la condition de son propre succès. Bien sûr. Mais s'il pense qu'à lui, il est mort. Il va faire faillite. Oui. Donc, nous avons intérêt à être altruistes, nous avons intérêt à nous occuper des autres, et on n'y pense pas beaucoup. Au-delà de toutes les crises qui s'annoncent, c'est le premier grand défi. Absolument. Parce que c'est le défi de l'humanité, celui-là. Et plus encore, nous avons intérêt, et c'est encore plus compliqué à admettre, nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Oui. Parce que ceux qui ne sont pas encore nés feront un jour les travaux dont nous avons besoin. Oui, bien sûr. Nous serons encore plus âgés que nous le sommes. Et nous avons donc intérêt à imaginer une planète où plus personne ne naîtrait, ça serait l'enfer pour les derniers vivants. Donc nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Donc on a intérêt à financer les crèches, les écoles maternelles, les maternités, la protection de l'environnement, même si les dangers sont à 50 ans. Nous y avons intérêt, nous. Oui, parce que vous dressez évidemment des constats que beaucoup ont fait, mais bon, ils sont clairs. L'espérance de vie qui ne progresse plus, les dépenses de défense qui augmentent, le terrorisme et le fondamentalisme qui se développent, les conflits impliquant au moins un gouvernement, il y en a 56, vous avez recensé, 56. Le changement du rapport au travail, par exemple. Vous rappelez que dans les pays développés, les humains ne passent pas plus de 10% de leur vie à travailler. C'était 40% en 1900. Oui. Voilà, c'est un chiffre qui peut surprendre, mais il suffit de calculer soi-même pour sa propre vie, pour ceux qui ont fait des études, pour s'apercevoir que c'est vrai. Alors, j'ai une question, tiens, en parallèle, qui me vient à l'esprit, comme ça, spontanément. Est-ce que l'intelligence artificielle dont on parle tant peut détruire le monde ? C'est la meilleure et la pire des choses, comme tout. On pouvait dire la même chose de la machine à vapeur. Et d'ailleurs, on a craint que la machine à vapeur détruise l'humanité. Oui, l'intelligence artificielle, si elle est mise au service du mal, peut créer des faux. Vous pourriez être en train de parler avec un faux moi, je pourrais être en train de parler avec un faux vous, et ça entraîne beaucoup de perspectives. J'ai d'ailleurs été déjà victime de ce genre de piège. On peut avoir toutes sortes de manipulations qui entraînent des provocations et des guerres. On peut avoir des intelligences artificielles qui deviennent des armes terribles. Mais en même temps, c'est un outil extraordinaire pour la santé, pour l'éducation, pour l'amélioration des conditions de travail. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Comment on va l'utiliser, c'est évident. Voilà. Est-ce qu'on va l'utiliser au profit de l'humanité ou aux dépens de l'humanité? C'est toute la grande question. Le grand auteur de science-fiction, Isaac Asimov, avait dit sur l'intelligence artificielle, il faut imposer 3 lois qui se résument à une seule. Une intelligence artificielle ne doit pas nuire à celui qui l'a créée. Oui. Voilà. Et si on arrive à imposer cela, ce qui n'est pas facile, je pense que l'intelligence artificielle sera un outil formidable d'amélioration de la vie de chacun. Alors, j'étais passionné par votre livre, Jacques Attali. Vous dites, alors vous avez des moments où on déprime un peu. Vous dites, les crises qui s'annoncent sont bien plus terribles que toutes celles du passé. C'est pas j'écris pas ça pour déprimer. Au contraire, j'écris ça pour qu'on se réveille, que ça n'ait pas lieu. Pour qu'on se réveille, oui, pour que ça nous donne envie de bouger. Je prône le basculement vers ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire sortir de l'économie de la mort, qui est tout ce qui tourne et utilise les énergies fossiles et les sucres artificiels, qui représentent, quand on y réfléchit, plus de la moitié du PIB, plus de la moitié de votre consommation et de la mienne. Oui. Nos vêtements, nos voitures, nos tables, nos meubles, les produits chimiques qu'on utilise, c'est plus de 50% de notre dépense. L'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les médias, la culture, les énergies renouvelables, l'alimentation saine, c'est même pas 40 à 50% du PIB et de notre consommation individuelle. Donc chacun d'entre nous a un rôle à jouer en éliminant aussi vite que possible toutes ces consommations en économie de la mort et en faisant plus de place pour l'économie de la vie. On peut, même si on a un budget modeste, dépenser plus pour de l'alimentation saine, à condition de dépenser moins sur... L'économie de la mort dont vous parlez, qui asphyxie nos océans et nos mers avec le plastique, qui là aussi, c'est un danger majeur. Qui fait partie de l'économie de la mort. Le plastique, c'est du pétrole. Bien sûr. Et l'ensemble des autres dimensions en font partie. Évidemment. Alors, vous dites l'humanité, donc vous avez évidemment des pistes, vous proposez des pistes de réflexion. Vous dites l'humanité peut encore emprunter un chemin très étroit, mais est-ce que... Ça, je me projette sur un terrain plus politique. Emprunter un chemin, mais parfois, quand on emprunte un chemin qu'on ne connaît pas, on a besoin d'un guide.
Est-ce que l'humanité a besoin aujourd'hui d'un guide? Le guide, ça peut être chacun d'entre nous, et mon travail comme intellectuel, Chacun d'entre nous. c'est d'apporter des moyens. Vous comprenez pour ce que je veux réfléchir. dire? Ça veut dire que dans les pays aujourd'hui, il y a une montée d'autoritarisme. Vous le constatez, Oui, Jacques il y a une Attali. montée de l'autoritarisme, mais Oui. je ne pense pas que l'autoritarisme soit plus efficace que la démocratie. La façon dont la Chine a désastreusement mené la politique du Covid, qui ne serait pas devenue une pandémie mondiale si la Chine avait été une démocratie, parce qu'on aurait immédiatement su ce qu'il fallait Ça, faire. c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc la Chine a été et la Chine aujourd'hui est en train d'échouer. Et c'est pour ça que je pense qu'elle ne sera pas le centre du monde dans 20 ans. Elle est en train d'échouer parce qu'aucune dictature. Elle échoue aujourd'hui, la Chine? Dans l'histoire, et c'est ce que je raconte dans ce livre, on s'aperçoit que les puissances dominantes ont toujours été à l'avant-garde des libertés. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que la France n'a jamais été la puissance dominante. Et que pour être à l'avant-garde des puissances dominantes, il faut toute une série de conditions que la Chine ne remplit pas. Il faut accueillir les étrangers, il faut accueillir le changement, il faut ne pas se mentir à soi-même, qui est le pire mensonge. Or, les dictatures, elles font que ça. Et donc, la Chine va avoir d'énormes difficultés devant elle, ce qui la conduira, je pense, je ne sais pas quand, à faire s'effondrer le régime actuel comme il s'est effondré dans toutes les dictatures. Parce qu'il y a une contradiction entre une économie de marché qui crée une classe moyenne et une dictature qui ne garantit pas la propriété privée. Or, la classe moyenne a besoin d'être sécurisée sur sa propriété. Donc, je pense que la Chine va connaître quelques problèmes. Ce qui ne veut pas dire que nous n'en connaîtrons pas aussi. Mais ce qui veut dire que, d'abord, il faut prendre conscience que nous sommes, nous en Europe, formidablement privilégiés, même si un tiers des Français au moins vivent dans des conditions extrêmement difficiles, mais nous sommes un continent privilégié, et si on sait jouer notre carte, vous parlez d'un guide, si l'Europe sait ensemble se doter des moyens de sa défense et de protéger son modèle social et de protéger son identité culturelle, je pense qu'on a toute vocation à être l'avant-garde du monde. De l'Europe, hier en Slovaquie, le président de la République était en Slovaquie, aujourd'hui en Moldavie. L'Europe, on n'a plus que jamais besoin d'Europe. Oui. Je me permets de rappeler que l'initiative qui a été prise par le président Macron, très heureusement, d'une confédération européenne ou d'une communauté européenne, reprend presque mot pour mot celle que François Mitterrand avait lancée en 1992, qui était un moment où nous essayions de créer les conditions de rassembler au plus vite tous les pays d'Europe avant qu'ils ne puissent entrer dans l'Union européenne, et ça reste une extrême actualité. Donc il reprend, avec, j'espère, un plus grand succès, ce que nous avions essayé de faire il y a 30 ans. Oui, c'est indispensable pour nous, pour l'avenir, même l'avenir du monde. Hein. C'est fondamental parce que c'est un point de stabilité, l'Europe. Oui, et puis si on veut des règles du droit global, ce qui est nécessaire, si on n'est pas capable de faire des règles de droit à 500 millions d'habitants, comment on leur fera 7 milliards? Oui. Donc, évidemment. Nous sommes un avant-garde et un terrain d'expérimentation. Alors j'ai été frappé aussi. Pourquoi dites-vous que nous sommes à la veille d'une immense crise financière? Bon, ça c'est connu. Vous croyez vraiment que nous risquons une immense crise financière? Il faut regarder l'histoire. Moi je regarde toujours loin et global. Si on regarde loin et global, on s'aperçoit que chaque fois qu'un centre de pouvoir a vacillé, il a commencé par retarder sa chute en empruntant. C'est ce que font les États-Unis, qui ont été 3 fois au centre du monde, d'abord à Boston, puis à New York, maintenant en Californie. Et depuis 2007, le centre mondial californien vacille. Et pour maintenir son pouvoir, on s'endette. Tant à titre personnel qu'à titre collectif, s'endetter, c'est procrastiner. Ou procrastiner suppose de s'endetter. Et c'est ce qu'ont fait les Américains. Aujourd'hui, ils le peuvent, parce que comme ils ont la première armée du monde, le dollar reste la monnaie de référence, l'un est lié à l'autre, puis où allez-vous investir les immenses ressources de la planète si ce n'est pas dans cet endroit qui est encore un havre de tranquillité pour les détenteurs de capitaux. Donc ils ont les moyens de le faire. Mais la dette américaine, c'est le tiers du PIB mondial. C'est le tiers du PIB mondial. Et avec des endettements extraordinairement instable. Même l'endettement immobilier qui avait causé la première crise de 2007-2008, il a recommencé exactement de la même façon aujourd'hui, exactement le même. Alors là, on vient de
peut-être, on saura ça ce soir ou demain avec le vote du Sénat, de passer une étape en retardant le plafond. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est autorisé à dépenser plus, c'est tout. Oui. Et donc la dette augmente encore. Or, l'histoire, et c'est pour ça que je crois très important de comprendre l'histoire nous apprend qu'il y a 3 moyens de régler la dette, qui sont l'inflation, qui ruine les prêteurs, la guerre, qui ruine tout le monde, et la croissance. Alors, si on fait une croissance qui aggrave le climat, on aura réglé un problème et aggravé un autre, mais si on fait une croissance de l'économie de la vie, on aura réglé l'un et l'autre. Et c'est là où c'est très important de changer de mode de développement pour aller vers une croissance de l'économie de la vie. Eh bien, merci de nous avoir permis de comprendre, de prévoir, d'agir, ce qui est important. En fait, ce sont les pistes pour agir que vous donnez. À titre personnel aussi, parce que j'explique ce que chacun d'entre nous peut faire. Merci beaucoup, Jacques Attali. Le Monde, mode d'emploi chez Flammarion. Merci d'être venu nous voir sur Sud Radio. André Berkoff.